Plus de 144 000 candidats se sont inscrits à l'examen de l'Office du bac cette année 2025. C'est une participation historique à en croire les chiffres enregistrés année après année par l'Office du baccalauréat du Cameroun. La plupart des lauréats pourront opter pour une inscription dans les 11 universités d'État et bien moins dans les 46 institutions de formation supérieure sous la tutelle de ministères techniques et les 284 instituts privés de l'enseignement supérieur que compte le Cameroun. Le choix du diplôme académique semble donc tirer son épingle du jeu, mais que lui vaut son attractivité? Peut-il, le diplôme académique, être considéré comme une panacée aujourd'hui dans un contexte d'appel à l'entrepreneuriat et donc à la compétence via la formation professionnelle? Twilight vous propose une plongée lucide au cœur des choix de formation des jeunes Camerounais. C'est avec experts pédagogues, conseillers d'orientation et ingénieurs télécom. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installé. Une panacée aujourd'hui, c'est la thématique de Twilight et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau en présentiel professeur Pierre Fonquois. Il est le recteur, le vice-recteur et registraire à ICT University, référent senior au Bureau international de l'éducation de l'UNESCO. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci beaucoup. Autre panéliste en présentiel sur ce plateau, Martine Songrine Ngono, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, merci. C'est un plaisir renouvelé de venir à cette émission pour représenter le corps de métier de conseiller d'orientation parce que je le dirai jamais assez et puis j'aime bien le dire, beaucoup de Camerounais disent que ce métier il sert à quoi? On mange l'argent pour rien. Donc c'est toujours une occasion de venir prouver et expliquer aux Camerounais que c'est un métier dont on a besoin en fait à tous les niveaux d'enseignement au Cameroun. Et puis, last but not the least, en présentiel, bien sûr, Merveille Mbolo Asena, ingénieur des travaux de télécom, spécialisé en informatique et réseau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette. Vous sortez des GTEC, c'est bien cela? Oui, oui, et je suis très honorée et en même temps avec beaucoup de pression de partager le plateau avec une qualité de panel exceptionnelle, notamment le professeur et les conseillers. Donc c'est juste du mentoring, mais on va essayer d'être à la hauteur. Eh bien, on va tout de suite commencer ce débat avec notamment ce témoignage anonyme d'un jeune Camerounais. Il a été étudiant et il nous explique aujourd'hui ce qu'il fait malgré son passage à l'université. Il est toujours sans emploi et a préféré se mettre à son propre compte. Je suis un jeune Camerounais ayant obtenu un master en droit privé à l'université de Yaoundé 2 en 2019. Après avoir obtenu ce master, j'ai pas pu postuler pour les sélections du coup. J'ai essayé de me lancer dans le monde professionnel, mais dans ce parcours, je me suis rendu compte que plusieurs entreprises recrutaient, mais demandaient d'avoir de l'expérience dans le domaine pour lequel je postulais. N'ayant donc pas cette expérience, j'ai essayé de chercher par-ci, par-là pour acquérir quelques expériences. Déjà en tant que juriste, il n'y avait pas tellement d'opportunités qui s'offraient à moi si ce n'était d'aller dans un cabinet pour essayer d'affûter davantage mes compétences.
c'est ainsi que j'ai commencé à faire. Je suis entré dans un cabinet d'avocat où j'ai fait quelques années en stage. Et puis sorti de là, j'ai essayé également parce que évidemment, c'est pas aussi facile. On a aussi la pression familiale, la pression aussi des besoins qu'il faut couvrir. J'ai pu acquérir premièrement un petit boulot quelque part où j'ai été responsable dans une boîte. Et j'ai eu à faire cela pendant quelques mois. C'était une start-up pas très grande. Bon, et puis on a dû se séparer. Et après, quoi, j'ai continué à postuler par-ci, par-là, mais cela n'a pas été cela n'a pas été un grand succès. Ça n'a pas été un grand succès, il faut le dire. J'ai donc essayé de me lancer personnellement dans l'auto-emploi, dans l'élevage. Et c'est ça que c'est dans ça que je fais maintenant. Donc, voilà un peu. J'ai essayé plusieurs concours, j'ai essayé les NAM, j'ai fait la police, NAM police. J'ai même également fait un concours avec un bas niveau, avec un niveau assez relativement bas. J'ai fait les régies financières, j'ai fait les régies financières. J'ai fait les adjoints d'administration également, mais malgré ça, ça n'a pas donné. Professeur Pierre Foncois, vice-recteur et registre à ICT University, référentiel senior au Bureau international de l'éducation de l'UNESCO. Et puis j'ajoute aussi que vous êtes ancien chef de département des sciences de l'éducation de l'école normale supérieure. Vous venez de Yaoundé notamment. Vous venez d'écouter ce témoignage anonyme d'un jeune parti d'un master en droit privé à l'élevage 6 ans après, un entrepreneuriat presque forcé et ponctué de plusieurs tentatives de concours ratées. Réaction? Je peux dire que lorsqu'on suit ce jeune, son discours reflète énormément ce que vivent les jeunes d'aujourd'hui. Et on peut se poser la question, à qui la faute? Dans notre discussion ce soir, nous allons comprendre très vite que les fautes sont partagées. Voilà un jeune qui s'est lancé sans qu'on lui donne des outils pour bien mettre sur pied son profil professionnel, un profil professionnel. Voilà un jeune qui s'est lancé sans qu'on l'aide à mettre sur pied, sans qu'il y ait l'élaboration d'un profil de formation. Et quand on dit profil de formation, c'est selon le système LMD, où il y a une partie sur les formations fondamentales, une autre sur les formations complémentaires et une autre sur les formations professionnelles. Donc on peut dire que le système éducatif au niveau supérieur devrait mener chacun dans un champ professionnel bien établi. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ça. Je pense que toutes les formations que nous avons au Cameroun, et j'en profite pour remercier et pour féliciter le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, toutes ces formations sont montées sans partie du référentiel. Par exemple, on ne connaît pas le référentiel d'un plombier, le référentiel d'un médecin, le référentiel d'un maçon. On ne part pas de ces référentiels pour mettre sur pied leur formation. On leur donne n'importe quel un programme, et puis ce programme, ma foi, quand il sort, il ne sait à quoi ça sert. J'en profite pour dire que le ministère de l'Enseignement supérieur a harmonisé les programmes. Mais comment harmoniser? Il a harmonisé à partir des objectifs pédagogiques. On aurait attendu à ce que ça soit à partir ce qu'on appelle APC, approche par les compétences. Mieux encore, on aurait, et c'est ça que nous souhaitons aujourd'hui, pour ne pas tomber dans ce cas, que ce soit harmonisé à partir des référentiels de métier.
Comme ça, une formation est à la fois la réponse à une demande sociale d'éducation et de formation, et l'étudiant reste dedans pour y trouver son bonheur. Et je veux dire que, à l'entrée de notre discussion, c'est un problème grave. Grave, ce problème, il est vécu par des milliers de jeunes Camerounais, notamment Martine Sangrin-Gono, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Oui, exactement. Ce problème est partagé par beaucoup de Camerounais. Il a dit qu'il a terminé son cursus en 2019. Je dois dire que lui, il a même de la chance. Il est très récent dans le monde de la recherche de l'emploi, parce qu'il y en a qui sont sortis en 2005 comme moi, qui n'ont rien trouvé jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, ils n'ont plus l'âge des concours. Ils essayent de se débrouiller autant que faire se peut. Parfois même s'insérer, même dans qu'est-ce qu'il a dit? Il a décidé de se lancer dans l'auto-emploi. Il y en a même qui ne trouvent même pas les moyens même pour se lancer dans l'auto-emploi. Donc moi, je dirais que cette situation, effectivement, c'est comme un engrenage en fait. C'est la résultante d'un système où beaucoup de maillons ont une défaillance. Peut-être que, pas peut-être, en fait, on se rend compte que la société évolue. La population, le nombre de citoyens évolue, le nombre de diplômés évolue, mais il y a un travail qui ne suit pas. C'est-à-dire, on forme des gens, mais on ne sait pas où ces gens vont entrer. Ces gens ne savent pas où entrer, et c'est quelque chose de réel quand on regarde un peu. Donc, il y a des dysfonctionnements quelque part, et également, les diplômés, eux aussi, ont leur part de responsabilité à un certain niveau, mais la vérité, c'est que le système, il est un peu très fermé pour eux. Est-ce que ce n'est pas un problème de choix à la base? Un problème de choix à la base, c'est possible. Parce que, en tant que conseiller d'orientation, nous avons le module au lycée où nous parlons de l'aide à l'insertion professionnelle, où on leur parle des filières d'études et leurs débouchés. On leur apprend à se connaître eux-mêmes, leurs aptitudes, leurs compétences, ce qui les attire. Et afin de ne pas entrer dans des choses au hasard, de manière hasardeuse, vous voyez. Donc, on leur donne tous ces outils au niveau du lycée, pour les lycées qui ont des conseillers d'orientation, parce qu'il faut noter que ce n'est pas le cas partout. Il y a plein de lycées qui n'en ont pas. Il y a des collèges privés où on s'en fout complètement du rôle du conseiller d'orientation. Vous voyez, donc on essaye de leur donner ces outils-là. On leur dit il y a des secteurs porteurs, il y a des secteurs saturés. Mais à la fin, en fait, le choix revient à l'apprenant. Il est libre. Parce que si tu lui dis va faire ceci et que ça se passe mal, il va t'en vouloir toute sa vie. Donc, il est libre. Et il y a certaines filières-là. Vous voyez, quand on dit que les torts sont partagés, le professeur l'a bien souligné, il y a certaines universités, quand ils entendent parler d'une filière peut-être chez les Blancs, ils nous ramènent ça ici. Ça devient leur business parce que ça sonne beau. Et on leur dit ça aux enfants au lycée, n'allez pas faire des choses juste parce que ça sonne beau ou alors tu vas frimer avec au quartier. Non, il faut savoir avec ce diplôme, où est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, donc effectivement, le choix pose aussi un problème, mais j'aurais aimé vraiment dire que c'est seulement ça, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a ce parcours-là qui n'est pas fait de désillusions, et c'est celui de Merveille Mbolo à Sénat, ingénieur des travaux de télécom spécialisé en informatique et réseau. Vous avez eu un cursus scolaire normal comme aux jeunes Camerounais. Vous avez obtenu votre bac, mais vous avez eu la grâce de passer un concours. Oui, effectivement, je devrais dire que j'ai suivi le parcours classique, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets, le parcours classique d'un jeune bachelier qui a obtenu son bac et qui cherche à s'insérer. Parce que lorsqu'on est au collège, moi je vais parler en tant que... Je viens juste d'être bachelier, si je dois dire ça comme ça. Étant sur les bancs, on rêve, on voit plus ce que je vais devenir. On ne parle même pas de la filière qu'on va étudier, mais on parle du métier qu'on va faire. Donc, suite à cela, on se dit, il est juste question d'aller à l'université. Et c'est vrai, mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que ce qui m'a, si je peux dire, sauvé
c'est l'orientation, comme l'a dit Madame tout à l'heure, c'est que moi j'ai eu la grâce d'avoir un environnement qui m'a orientée compte tenu du contexte camerounais. Parce que comme il est important aussi de dire oui, le gouvernement doit faire ci, oui, le gouvernement doit faire ci, les universités doivent faire ça, mais je pense que nous aussi, en tant qu'étudiants et aspirants à avoir des carrières professionnelles ou bien être des futurs chefs d'entreprise, il est important pour nous que lorsque nous embrassons des formations, qu'on ait une vision. Donc c'est suite à cette vision-là que lorsque l'environnement maintenant autour de toi est propice, comme moi j'ai eu la grâce en famille notamment d'avoir eu des bons conseils qui a pris en compte la réalité camerounaise. C'est ça qui m'a permis même d'aller dans le parcours classique d'un étudiant camerounais, d'embrasser ma formation d'un autre point de vue. Parce que la réalité est que même comme j'ai eu le concours... Peut-être qu'il faut d'abord nous situer sur ce parcours-là. Après le lycée, qu'est-ce que vous avez Oui, après moi j'ai fréquenté au collège Jean Tabi. Donc après avoir eu mon bac, comme tout élève qui a eu le bac avait mention, il était question d'aller dans la plus grosse université. On se disait même que certaines universités camerounaises ne sont pas à la hauteur. Mais sauf que rapidement aussi, les réalités financières nous ont rattrapés. Parce que quand on est jeune, si on ne connaît pas les réalités financières de papa et de maman, on ne sait pas quelles sont les difficultés rencontrées. Mais c'est lorsqu'on a le bac que chaque étudiant, chaque élève est face à sa réalité. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, lorsque j'ai eu mon bac, j'avais plusieurs options, j'avais différents métiers. Et laissez-moi vous dire que ce que je fais aujourd'hui n'était pas dans ma palette de choix lorsque j'ai eu le bac. Parce qu'actuellement, je suis ingénieur, mais ce que je voulais faire, c'était tout autre chose. Donc, je vais donner quelques exemples. La médecine, je voulais même faire du journalisme aussi. Je voulais faire beaucoup de choses, même la diplomatie. Mais seulement, comme je connaissais le contexte camerounais, je me suis dit que depuis la seconde, il faudrait que je fasse une série pour qu'arrivé après le bac, j'ai une palette de choix plus grande que par exemple quelqu'un qui a un bac littéraire et qui sera limité sur certains choix. Ça, c'est ça qui m'a motivé même depuis la troisième à augmenter les efforts dans les matières scientifiques pour qu'à partir déjà d'un bac qui a une série précise, avoir une palette de choix plus large. Donc c'était déjà d'abord là le choix de la série que je devais faire vu que j'ai fait l'enseignement général. Donc suite à cela, même l'école là où je devais partir n'était pas dans mes choix vu que la filière ne m'intéressait pas. Mais aussi, c'est important que nous jeunes, parce que des fois, notre défaut, c'est qu'on se dit qu'on connaît aussi tout. On n'écoute pas le conseil des personnes qui ont l'expérience et qui ont déjà vécu dans l'environnement camerounais où nous sommes débutants, si on peut dire. Donc, on m'a orienté, on m'a dit non, il faut préparer des concours et notamment j'ai préparé celui de l'école des postes et par la grâce de Dieu j'ai réussi à être admise dès la première année et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'école des postes et j'ai suivi un cursus de la première jusqu'à la troisième année. Mais la différence peut-être, professeur Pierre Foncois, c'est que ces jeunes rêvent tous, mais contrairement à Merveille Mbolo Asena qui a eu la grâce de passer un concours. Notre jeune qui a témoigné tout à l'heure, lui a fait plusieurs concours, les plus bas même a-t-il dit par rapport à son niveau de formation académique, mais ne les a pas passés. Est-ce qu'on peut miser sur les concours? Miser sur les concours, comme l'a fait notre jeune ami, vous avez bien vu qu'il est allé de concours en concours. Tout à fait. Il a tenté, même avec un niveau plus bas. Tout à fait. Ce qui veut dire que, au fin fond de lui, il n'avait pas un projet. Ce qui veut dire qu'il a bâti sa formation un peu dans je ne veux pas dire dans le hasard, mais dans le tout venant. Ce qui venait, il essayait Et ça pose problème. La dame vient de dire qu'il faudrait que le jeune aussi se prenne en charge pour faire un choix et chercher à démontrer à son environnement ce qu'il aimerait faire. Et c'est son environnement qui doit l'appuyer. C'est la famille qui doit l'appuyer. Ce sont ses conseillers d'orientation qui vont certainement l'orienter. Mais s'il est vide en dedans, s'il n'a aucune envie, s'il n'a aucun désir, s'il est flottant, ça ne peut arriver qu'à ce genre de résultat. Mais ceci dit, je voudrais en profiter pour dire que
que ce n'est pas facile pour les jeunes aujourd'hui dans ce monde contemporain de plus en plus complexe, où il y a une diversité de situations, où il y a aussi beaucoup de rêves. Ce n'est pas facile. Je pense que le système devrait mettre sur pied des outils d'aide à un certain recentrage chez des jeunes. Le premier outil d'aide au niveau macro, c'est ce qu'on appelle un document de référentiel national de compétences et de culture. C'est-à-dire quelque part un espace de savoir qui permet aux parents, aux jeunes, de savoir le profil, les référentiels, j'allais dire, de compétences et de culture d'un jeune Camerounais. Parce que c'est à partir de là que vont décliner justement les différents référentiels, j'allais dire, de métiers, qui vont permettre aux structures de formation de dégager les référentiels de compétences et les référentiels de formation. À partir de ce moment-là, nous voyons que c'est un peu des outils qui permettent au système au niveau macro de bien caler, de bien mettre sur pied une certaine démarche au niveau macro. Cette démarche va permettre au niveau méso, donc des établissements, des écoles, des filières, de mettre également sur pied une démarche qui permettront maintenant aux programmes dans des écoles, dans des lycées, de mieux caler leur programme de formation. Tant qu'il n'y a pas l'alignement au niveau des politiques de l'éducation et de formation, cet alignement lié à la demande sociale de l'éducation et de la formation, nous allons faire une politique de formation un peu au hasard. D'accord. Je vous propose encore de suivre notamment ce jeune Camerounais. Vous avez parlé, professeur Pierre Foncois, vice-recteur et registré à ICT University, entre autres, notamment de cet environnement-là. Et vous écouterez que lui, ce jeune Camerounais, il nous parle de la raison qui l'a notamment permis d'effectuer un choix malgré une passion existante. Il avait une passion, mais il n'a pas pu suivre cette passion. On écoute la raison. Déjà par rapport au parcours, déjà je ne l'ai pas choisi parce que les parents ont décidé de me mettre de me faire sur ce parcours. Non, je l'ai plutôt choisi. J'ai toujours rêvé d'être traducteur-interprète. Ça, c'est ce que je voulais faire lorsque j'étais au lycée et j'avais les moyens et les compétences pour le faire. Étant donné qu'on résidait à Soa, ce qui était plus accessible financièrement et qui était à moindre coût, c'était justement de faire les études en droit. Donc, lorsque je me suis mis, je m'y suis plu et je m'en sortais pas mal. J'ai toujours l'ambition de passer le concours de l'ENAM. Malgré mes activités que je fais, j'ai encore j'ai encore l'âge de faire les concours, ce qui fait que si les choses pouvaient s'améliorer dans notre système au Cameroun, je me vois très bien toujours en train de faire ce concours-là et me retrouver, pourquoi pas, un de ces 4 administrateurs civils. Alors, un jeune ambitieux à la base, notamment Martine Sangrine Ngono, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, mais limité par l'environnement, notamment par les moyens de ses parents. Oui, c'est exactement ce qu'on essaye souvent d'éviter. En fait, on essaye de sensibiliser les élèves du secondaire et en leur disant d'associer premièrement leurs parents à leur projet professionnel. Parce que c'est bien beau de rêver, oui, j'aime faire ceci, parce qu'on a 3 questions qu'on leur demande de se poser. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, même si c'est oui à ces 3 questions et que ton parent n'a pas le moyen de t'accompagner dans ton projet, malheureusement, ça ne vaut pas la peine. Donc, on leur demande toujours d'être réalistes, dans
projet. Mais seulement, ça montre également justement un dysfonctionnement quelque part dans le système. Parce que pourquoi faudrait-il avoir les moyens absolument pour faire ce qu'on aime? Est-ce que l'école de traduction, par exemple, j'en connais une qui est privée, qui coûte des centaines de mille. Est-ce que ce n'est pas possible d'avoir des filières pareilles dans des universités à proximité, vous voyez, où l'étudiant peut quand même faire ce qu'il aime à 50 000 la pension, vous voyez. Donc, c'est là vraiment l'expression de beaucoup de malaise. Et également, on parlait tout à l'heure des séries scientifiques. Des séries scientifiques, je le dis souvent à mes apprenants, c'est vraiment, en troisième, la classe de troisième, c'est le carrefour de sa vie. On a encore le choix de devenir tout ce qu'on veut. On peut être médecin à condition d'avoir des bonnes notes dans les matières scientifiques. Mais seulement, il y a une autre réalité aussi. Tout le monde n'est pas né pour faire les mathématiques. Il y a plusieurs types d'intelligence. Est-ce qu'on va donc tous être scientifiques? Il faut bien qu'il y ait des littéraires pour faire du journalisme, comme vous voyez. Il faut bien qu'il y ait des littéraires pour, je ne sais pas, faire des poésies, pour enseigner les langues, etc., etc., vous voyez. Donc, malheureusement, ceux qui font les séries scientifiques, en fait, ça devient comme une série un peu je sais pas, évaluée, je sais pas, je cherche le mot. Donc, on voit en ceux qui font les séries scientifiques des personnes spéciales et aujourd'hui, on voit une course effrénée des parents pour mettre leurs enfants là-bas à tout prix, sans tenir compte des compétences de leurs enfants. Vous allez voir un parent, nous on est conseiller d'orientation, on donne l'avis d'orientation à un enfant qui n'a pas eu 8 en maths du premier au dernier trimestre. Mais son père veut qu'il aille en seconde C. Vous voyez? Parce qu'effectivement, il y a cette perception des séries scientifiques-là comme une série qui donne plus d'opportunités. Et c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas nés avec, par exemple, le raisonnement mathématique? Voilà, vous voyez. Alors, professeur, je reviens à vous. Vous le disiez, et vous avez suivi ce jeune, lui, qui avait un rêve à la base, lui qui a juste été limité par les moyens de ses parents. Il a opté pour ce choix qu'il a d'ailleurs adopté puisqu'il était performant. Oui, madame, je pense que ce jeune a droit de rêver. C'est autour des rêves qu'on bâtit des grandes choses. Le problème, c'est plutôt de se poser la question, comment aider les jeunes à rêver et à réussir? Tout d'un coup, je dirais que la réponse aujourd'hui est difficilement vendable, la réponse qu'on leur donne. Puisque les formations que nous donnons sont des formations, j'allais dire, adaptatives. On donne une formation pour qu'il devienne ce qu'on voudrait qu'il soit. Oui. On donne une formation pour qu'il entre dans le modèle qui a été configuré depuis. On veut en faire, on lui montre que l'avenir est unique et qu'il doit passer par là. Non, il faudrait, face à des personnes qui ont des rêves, donner les formations qu'on appelle adaptatives, innovatrices. C'est-à-dire faire en sorte qu'il apprend quelque chose, mais dans le sens d'aller faire de l'innovation, la création autour de ses rêves. Qui n'apprend pas parce que demain matin, il veut absolument être un employé. Il va pouvoir créer. Il faudrait qu'il soit lui-même créateur d'emploi. Et ça, il faudrait qu'on re-questionne le système de formation. Parce que tel que nous avons comme système de formation aujourd'hui, je dis bien, ça il y a une formation qui facilite, l'accès à l'emploi, oui, à l'entrepreneuriat. Exactement, c'est surtout ça. Mais actuellement, on nous enferme dans la formation adaptative, pour s'adapter, pour qu'on fasse ce qu'on faisait depuis hier. Oui. Parce qu'on pense que l'avenir est unique. Non, il faudrait une formation innovatrice qui permette que demain matin, je sois moi-même mon propre. Et c'est plus loin que ça. C'est plus loin cette formation. Ce que je demande, c'est qu'au lieu de donner
dans nos formations, les triptyques de savoir-faire, savoir-être, où on enferme les gens dans ce type de savoir qui nous fait penser un peu au jeu théâtral. Il faut mettre sur pied une formation qui intègre le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-devenir dans la diversité des situations, des lieux et de cultures, et le savoir écologique dans le respect de la nature, dans le respect de la sauvegarde, dans la diversité, mais la sauvegarde de l'être humain. Et j'ai envie de vous demander, c'est à partir de quel âge, mais on va y revenir, le temps de poser la question à Merveille Mbolo Asena, ingénieur des travaux de télécom, spécialisé en informatique et réseau. Et je le disais à l'entame de cette édition, vous sortez des GTEC, la 7e édition notamment du Salon du génie et talent de l'étudiant camerounais qui a été lancé officiellement le 16 juin dernier au Musée national ici à Yaoundé. Et là, vous avez proposé une solution innovante, notamment Ebenezer Urgency, un système d'alerte basé sur l'intelligence artificielle qui détecte et réagit aux situations de danger. De quoi s'agit-il concrètement? Ok, merci de me donner l'opportunité de partager sur mon projet. Ebenezer Urgency est un système d'alerte qui aide les usagers à pouvoir solliciter de l'aide en cas d'agression. Pour mieux illustrer cela, permettez-moi de vous partager une petite anecdote. Je vais prendre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jamila, qui travaille sur son mémoire. Et à l'approche de la soutenance et à la pression, du coup, elle se retrouve en train de rentrer à des heures tardives. Et il se trouve qu'un jour, elle est en train de rentrer aux environs de 21 heures. Et il y a un poste de gendarmerie pas très loin. Et ses parents à la maison l'attendent, sa famille, ses frères, ses sœurs. Et Jamila, malheureusement, rencontre un agresseur. Alors, l'agresseur arrache son téléphone, premier réflexe, il prend sa machine, il prend tous ses effets et il lui empêche de parler. C'est le réflexe pour qu'elle ne puisse pas appeler à l'aide. Alors, c'est l'histoire de Jamila, c'est l'histoire de plusieurs. Et lorsqu'elle rentre, elle avait le traumatisme, le pire est arrivé, elle a même allé jusqu'au viol. Jamila a été traumatisée et elle n'a pas pu poursuivre son master. Donc, ce n'est pas un cas isolé parce que plusieurs personnes ont été victimes d'agressions et c'est même allé jusqu'à des décès. Et c'est la raison d'être de la solution Ebenezer Urgency, justement, parce que nous voulons permettre à des personnes qui sont en cas de danger de pouvoir solliciter de l'aide simultanément vers les services de sécurité et vers leurs proches. Et comment nous le faisons? Nous savons tous que dans ces situations-là, nous avons beaucoup de pression, le stress, et on n'a pas souvent assez de lucidité pour réfléchir et trouver le moyen. On va se dire comment faire pour s'en sortir. Et nous avons donc à cet effet trouvé 3 modes de déclenchement d'alerte à travers le kit. Et je profite pour dire que lorsqu'on parle de système, c'est parce qu'il est constitué de 3 composants. Le kit d'alerte que l'individu va porter sur lui, l'application mobile qui permet de configurer la solution, ainsi que l'application web pour le monitoring, pour les forces de l'ordre et pour nous, les constructeurs de la solution. Alors, lorsque l'individu a acheté et rentré en possession de son dispositif, il le configure sur l'application mobile, c'est-à-dire il va choisir les contacts qui doivent recevoir l'alerte, ça peut être 5 personnes, c'est à partir de 5 personnes. Il va définir un rayon de sécurité, si c'est par exemple un parent qui veut avoir le regard sur son enfant, il peut définir un rayon de sécurité autour d'un point focal. Si c'est peut-être l'école de l'enfant, il définit un rayon, disons, de 30 mètres, d'1 kilomètre. Et lorsque l'enfant sort de cette zone, le parent est immédiatement notifié. Voilà, là on a fini la partie paramétrage de la solution. Maintenant, lorsque l'usager se trouve en danger, s'il a assez de lucidité pour appuyer le bouton, parce que le dispositif a un bouton qui lui permet d'appuyer s'il est assez lucide pour le faire. Et là, ça va déclencher les alertes vers ses proches et vers le poste de sécurité le plus proche de lui. Ça, nous pouvons le faire parce que
on s'est quand même rapproché des institutions ressources ici et ils sont prêts à collaborer pour nous accompagner. Et maintenant, ça c'est le moyen basique. Maintenant, il y a le moyen des mots-clés. Donc, au travers de l'application, la personne qui a la solution peut enregistrer des mots-clés, par exemple, prenez tout ou bien pardon, qu'il enregistre au travers de l'application. Et lorsqu'il se trouve lorsqu'il est en danger, peut-être l'agresseur peut penser que c'est juste une supplication et tout. Bon, il est en train de déclencher une alerte. Donc, ça va varier en fonction de la subtilité de chaque individu de définir un mot-clé vraiment le plus implicite possible. Et le dernier mode, c'est on se dit, bon, s'il a bouché s'il vous empêche même de parler, c'est d'où la pertinence de l'intelligence artificielle à ce moment, parce que ça va étudier les gestes de détresse et ça va coupler cela avec des paramètres physiologiques que nous allons prélever, notamment le pouls, le battement cardiaque et la température. Et on se dit que jusque-là, ce n'est pas suffisant, comme on dit en mathématiques, nécessaire, mais pas suffisant pour conclure qu'il s'agit d'une agression. On va notifier l'usager qu'il y a une alerte qui est sur le point de partir. Ça, c'est rien que pour le cas des gestes de détresse. Il va ressentir des vibrations sur lui et c'est à lui d'annuler s'il s'agit d'une fausse alerte. Donc, en gros, voilà comment fonctionne Ebenezer Urgency. Et j'ai envie de dire que c'est une expertise d'une jeune Camerounaise qui a fait ses études au Cameroun, qui est sortie notamment d'un lycée après avoir obtenu un baccalauréat dans l'enseignement général notamment. C'est dit que les diplômes académiques ont des offres, des opportunités sont importantes aussi. Oui, et je voulais dire que je félicite déjà la dame par rapport à ce projet qui ressemble un peu à beaucoup de projets que beaucoup de jeunes à ICT Université montent. Par exemple, il y a 3 mois, les derniers qui sont arrivés, ils n'avaient que 4 mois. On leur a dit présentez vos projets. Il y a eu 30 projets. Ce qui veut dire qu'il y a un engouement poussé par rapport à cette recherche en matière de TIC. Et comme vous parlez de diplôme, madame, je pense que nous sommes en face des jeunes qui veulent absolument s'en sortir. Le Cameroun a la chance d'avoir des jeunes qui veulent s'en sortir, contrairement aux autres pays voisins que je connais bien. Ici au Cameroun, on rencontre beaucoup de jeunes qui travaillent, qui ont beaucoup d'idées. Ils demandent qu'une chose, des coups de pouce, des petites aides, une petite tolérance. Et surtout ce que vous avez dit au début, qu'on reconnaisse ce travail qui n'est pas automatiquement dans la lignée scolaire, qu'on leur donne la possibilité de faire ce que nous avons dit, la validation d'acquis d'expérience. C'est-à-dire que ce jeune vient à ICT au Cameroun, dans mon université, qui démontre ce qu'il sait faire et on lui donne l'équivalence en termes de certification pour qu'il puisse continuer dans le circuit normal. Et tous les jeunes n'iront pas quand même à ICT University, faute de place peut-être, monsieur le vice-recteur. Alors, on va y revenir notamment sur l'âge pour ces acquis d'expérience-là dont vous parliez tantôt, ces référentiels-là notamment. Mais j'ai envie de vous demander à vous, à la suite de Merveille Mbolo Asena, ingénieure des travaux de télécom, elle qui est l'auteur donc de cette solution innovante, Ebenezer Urgency a savamment expliqué sur ce plateau-là. On se rend compte que son parcours, notamment au lycée, dans un lycée d'enseignement général, l'a conduit quand même lui a permis d'avoir des ouvertures. C'est dit que ces diplômes-là aussi sont importants. Mais contrairement à ce que les gens croient souvent, que la meilleure éducation, c'est dans le privé, mais on sait tous que les meilleurs enseignants sont dans les lycées, puisque ce sont des enseignants certifiés, sortis des écoles normales. Donc, ce n'est que normal que le lycée produise de bons résultats, des diplômés fiables. Maintenant, certes, il y a certains détails d'encadrement et autres, mais moi, je n'ai aucun doute sur la formation des bacheliers dans les lycées d'enseignement public. Pas du tout.
Mais pour aller aussi dans le sens de ce que le professeur disait tout à l'heure, il parlait de validation des acquis de l'expérience. Mon observation aussi, c'est dans notre pays, c'est qu'il y a également un énorme problème de passerelle. En plus de ce problème de validation, il y a un problème de passerelle parce que ce serait effectivement une solution pour résoudre le problème d'insertion professionnelle parce que le diplôme à la base, lorsqu'on en cherche un, c'est pour pouvoir travailler. Alors, on parlait de panacée et évidemment que ce n'est plus une panacée parce que si tu termines tes études et que tu ne fais rien avec ce diplôme-là, ça veut dire que, en fait, l'objectif de base n'a pas été atteint. Donc, en mettant sur pied des passerelles, ça veut dire que moi, par exemple, comme je suis conseiller d'orientation et puis je suis déjà intéressée par le journalisme, on me permet, avec peut-être mon diplôme de conseiller d'orientation, de m'inscrire en journalisme avec mon niveau et de faire peut-être 6 ou 1 an. Et c'est bon, vous voyez, ça peut également résoudre ce problème-là. On est dans une société également, les places dans les concours qui sont de plus en plus réduites, vous voyez, qui ne tiennent pas compte, et je dois le dire, parce que c'est pas parce que les postes ne manquent pas. Notez dans la loi d'orientation du 14 avril 1998, il est écrit que l'orientation doit se faire à tout niveau, donc du primaire jusqu'à l'université. Mais vous pouvez imaginer combien de conseillers d'orientation ça peut faire si on les recrutait, vous voyez. Donc, je ne pense pas que il y a bel et bien des postes à pouvoir. Il y a des métiers où il faut recruter, mais il y a un problème quelque part, on ne comprend pas exactement lequel. Quand on va recruter peut-être 10 personnes alors qu'il y a 5000 candidats, c'est vrai, on va dire à l'étudiant de travailler, d'être ambitieux et tout, mais sur 5000 candidats, s'il faut prendre le meilleur et que toi tu n'as eu que 15, on va faire comment? Tu t'es battu? Alors, on va y revenir notamment c'est l'heure de marquer une pause dans cette édition de Twilight. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur le plateau de Twilight. Le débat se poursuit sur le thème diplôme académique, une panacée aujourd'hui. Et professeur Pierre Foncois, vice-recteur et registré à ICT University, référent senior au Bureau international de l'éducation de l'UNESCO et puis ancien chef de département des sciences de l'éducation de l'École normale supérieure de Yaoundé. Vous répondez quoi à cette question qui nous sert de thématique? Est-ce que les diplômes académiques sont une panacée aujourd'hui? Je dirais que les diplômes académiques ont leur raison d'être. Parce que ces diplômes académiques préparent le jeune à, j'allais dire, à un savoir fondamental et un savoir-faire, savoir-être, savoir devenir, savoir écologique dans tous les domaines. Donc on ne peut pas mettre sur pied. On ne peut pas mettre de côté. Les diplômes professionnels, on peut dire que la formation professionnelle pour nos pays actuellement sont les bienvenus. Sont les bienvenus, pourquoi? Parce que ces formations constituent une réponse à une demande sociale. Une demande sociale en direction des objectifs pour le développement durable. Ces objectifs pour le développement durable, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour résoudre nos difficultés, pour que nous ne soyons pas toujours ceux qui vont chercher des réponses ailleurs, pour que nous puissions être capables de faire un retour sur nous, de faire un recentrage sur nos traditions, pour trouver les éléments scientifiques, scientifiques endogènes, pour répondre à nos problèmes. Vous comprenez très bien que... Et ces formations professionnelles permettent, comme vous l'avez signalé tantôt, de se mettre à son propre compte? Exactement. Je pense que le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi a pris la chose du bon côté, à partir des référentiels qui permettent, pour chaque profession, qu'on connaisse les activités de cette profession,
qu'on connaisse les compétences qu'il faut dans cette profession, qu'on connaisse les éléments de formation qu'il faut donner pour cette profession et qu'on puisse avoir des éléments d'évaluation pour cette profession pour répondre à la demande sociale de l'éducation et de formation. Je vais dire pour répondre à nos besoins, pour répondre à ce que nous avons besoin, nous. Et ça veut dire que cette demande n'est pas toujours parce qu'on veut être l'employé de quelqu'un. On doit également être capable d'être créateur d'emplois. Actuellement, nous avons un pays riche en emploi, mais cet emploi doit être notre propre création. Pas que nous soyons toujours l'employé de quelqu'un, dans tous les domaines. D'accord. Alors, je vous propose également de suivre sur la question de l'entrepreneuriat ce jeune qui nous a livré son témoignage. Pour lui, notamment, il nous dit en tout cas s'il fallait recommencer, est-ce qu'il choisirait notamment la voie de l'entrepreneuriat. Nous l'écoutons. L'entrepreneuriat, c'est très difficile déjà, parce que pour entreprendre, on n'entreprend pas les mains vides. Pour quelqu'un comme moi, personnellement, je ne suis pas dans une famille véritablement nantie. On a souvent dit, c'est bien comme l'occasion m'est donnée aujourd'hui de parler de ce sujet, on a souvent dit que, avec un discours du président de la République qui a dit que les jeunes doivent se lancer dans la culture de la terre, la culture de la terre. Il y a certaines, c'est vrai, c'est très important et c'est quelque chose d'assez rentable. Mais on ne peut pas se lancer dans la culture de la terre sans rien. Parce que quand on parle déjà de culture de la terre, on parle de culture, on parle de la plantation, on ne parle pas des petites cultures qu'on fait derrière la maison ou bien avoir quelques mètres carrés de maïs ou de manioc. Non, on parle de l'agriculture de rente. Et l'agriculture de rente, c'est pas quelque chose qu'on fait sans moyens. Déjà, il faudrait avoir la terre. On m'a dit que non, on peut trouver la terre, tout le monde peut avoir un point de terre où il peut cultiver, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y a certaines réalités dans les familles qui ne sont pas les mêmes partout. Ce qui fait que acquérir même un point de terre, parfois, ça se monnaie. Maintenant, j'ai souvent suivi qu'il y a des programmes de financement, de projets pour des personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage. C'est pas évident parce que même ça, ce n'est pas n'importe qui a ces financements. Mais permettez d'abord à Merveille Mbolo Asena, ingénieur des travaux de télécom spécialisé en informatique et réseau, auteur d'une solution innovante, notamment Ebenezer Urgency. Alors, dites-nous, il vous a fallu des moyens ou alors c'est seule votre intelligence qui a suffi à mettre sur pied cette innovation? Ok, c'est une occasion très exceptionnelle aujourd'hui de pouvoir partager ce que j'ai eu à apprendre des divers séminaires sur l'entrepreneuriat. Et moi aussi, j'étais de ceux qui pensaient que sans argent, on ne peut rien entreprendre. Et laissez-moi vous dire que dans ces séminaires-là, on nous a fait comprendre on nous a toujours dit commencez avec ce que vous avez. C'est l'une des phrases que j'ai captées. Qu'est-ce que nous avons? On a le savoir, on a la volonté, on a la vision. Maintenant, si c'est que, pour parler de mon cas, moi, je ne peux pas dire que j'ai commencé avec les ressources, vu que même à l'école des postes, pour ceux qui connaissent l'école des postes, la pension et tout, ce n'est pas très facile. Donc, même en développant ma solution, tout est d'abord parti de ma vision. Parce que je me suis dit, je ne vais pas aller à l'école des postes pour juste soutenir et venir, tout le monde applaudit, on distribue les gamelles et après c'est fini. Parce que c'est une réalité, parce qu'il faut se dire la vérité, beaucoup, même à l'école des postes, malgré que ce soit une école professionnelle, une grande école, il y en a aussi de ceux-là qui étaient là-bas et qui n'ont pas pu exploiter si je peux dire, le peu de connaissances qu'on a pu nous transmettre. Donc, tout est parti du fait que moi, je me suis dit, je ne voudrais pas sortir, vu que l'école des postes nous a donné l'occasion de pouvoir
créer des solutions. Et qui parle de solutions, pas d'un problème. Je me suis dit, il faut trouver d'abord un problème pertinent de la société. C'est en ça que mon parcours à l'école des postes serait pertinent. C'est en ça que les connaissances acquises à l'école des postes seraient pertinentes. Et c'est ça qui m'a donc motivée à ne pas m'installer d'un travail de paresse. Par exemple, aller juste m'inspirer de ce que les autres ont fait. Je me suis dit, non, il faut trouver un réel problème de la société. Et lorsque vous voyez que rien que la problématique que j'adresse va attirer des personnes autour de moi, que même si je n'ai pas les ressources, je peux réunir une communauté de personnes qui peuvent déjà travailler sur le projet. Donc, tout part de la vision. De manière gratuite. Je vais dire pas de manière gratuite ou payante, mais en fait des personnes qui croient. Parce que à l'école, je n'ai pas de ressources pour payer les personnes qui s'associent à moi pour travailler. Mais à travers déjà la pertinence de la solution, à travers la passion que moi-même j'ai et l'énergie que je mets dans mon propre projet, ça a réussi à convaincre des camarades à se joindre à moi pour pouvoir travailler dessus. Je pense que mais il y a c'est des important. cas où, professeur, vous parlez d'entrepreneuriat. Rappelons que ce jeune, lui, son domaine, c'est l'élevage et donc il ne dispose pas de grands moyens pour procéder à un élevage à grande échelle ou bien encore d'une culture, notamment de rente, comme il a souligné. Il faut quand même des moyens. Il faut des moyens, mais pas des moyens financiers qui sont une condition, non. Il faut le désir et la volonté. Les jeunes d'aujourd'hui, moi j'étais jeune, je travaille avec les jeunes, à ICT, c'était des jeunes, autour de moi c'est des jeunes. Il faut leur inculquer certaines valeurs pour qu'ils puissent avoir la volonté et le désir d'entreprendre. Nous avons, le gouvernement a mis sur pied le projet que vous connaissez tous, PTS Jeunes. C'est un plan triennal. Plan spécial triennal. Des jeunes. C'était 102 milliards. Où ça permet à des gens qui ont des projets de pouvoir les réaliser. Et vous avez vu autour de vous beaucoup de changements, beaucoup de réalisations des jeunes qui ont entrepris grâce à ce programme que je connais très bien. Oui, on va y revenir, mais Martine Sangrine Ngono, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, est-ce qu'il ne faut pas rêver à la hauteur de ces moyens? Non, il faut rêver plus grand que ses moyens. Parce que il ne faut pas avoir une vision limitée, parce que c'est à force de rêver plus grand que peut-être on pourrait avoir la moitié ou effleurer ce qu'on recherchait. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se restreindre. Franchement, sur ce point, il faut qu'on soit clair. Donc, quand tu as une vision grande, tu mets des moyens, la volonté, le travail et tout. Il y a des fortes chances que, on va dire l'univers, hein, et les gens autour s'associent et t'accompagnent. Mais moi, également, je pense que il faut une dose de réalisme, c'est que forcément les moyens vont intervenir quelque part. Puisque vous l'avez dit dans vos propos, il faut aussi penser à la question des moyens. Des moyens. Les moyens vont forcément intervenir quelque part et les moyens vont également conditionner même le résultat ou alors la qualité de ce qu'on peut produire. Vous voyez. Moi, je pense que c'est pas du tout un détail à négliger. Les moyens, c'est important. Alors, professeur, je reviens à vous notamment avec cette préoccupation concernant la formation professionnelle. Vous l'avez dit, les diplômes académiques sont importants, mais la formation professionnelle, elle est encore mieux. Et à l'état actuel des choses, notamment, comment y accéder au Cameroun? Au Cameroun, je pense à tout niveau, on peut accéder à une formation professionnelle et technique. Parce qu'il y a enseignement technique et professionnel qui dessine presque le champ de tous les métiers que nous pouvons rencontrer. Quand vous sillonnez une rue, vous verrez au bout de 100 mètres, vous verrez au moins plus de 10 métiers, 10 petits métiers. Le problème maintenant, c'est de dire comment est-ce qu'il faut qu'on aide ces jeunes
à être plus efficaces dans leur réalisation. Le problème, c'est que tous ces jeunes sont un peu abandonnés à eux-mêmes, ou bien on les encadre pas un peu avec un peu d'audace. Faites 500 mètres dans la rue, comptez le nombre de petits métiers que ces jeunes sont en train de faire. Imaginez une seule fois que s'il y avait un éducateur, un formateur, qui les prenait pour les aider à rationaliser ces petits métiers, non simplement que ça ferait que ça sera des jeunes petits entrepreneurs, mais des gens qui vont vivre honnêtement avec leur métier. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis pas qu'on les chasse, certainement parce qu'ils mettent aussi du désordre dans les rues, mais on pouvait les aider à s'organiser dans l'éthique de la vie en ville. Et parlons de voilà. la formation professionnelle, en revenant sur cette formation-là. À quel âge, notamment, la question que j'attendais depuis de vous poser? Quand on dit quel âge, Il faut démarrer. quand on dit l'âge, C'est dit que la formation, le cursus académique est important jusqu'à un niveau. Et après, il faut se rediriger vers les formations professionnelles. Il ne faut pas attendre aussi loin. Vous savez que nous avons eu les SAR, c'était section artisanat rural. Nous avons eu aussi, après ça, des gens qui ont fait les CAP, qui ont fait les BEP, qui ont fait les BP, ainsi de suite. Donc, on peut dire, à partir du moment où quelqu'un a ce qu'on appelle l'enseignement de base, l'éducation de base, il sait lire, il sait écrire, il peut se lancer dans un champ d'activité professionnelle. Et cette activité professionnelle, quand c'est bien orienté, ça serait dans un champ. Regardez un peu, on parle de diplôme. Est-ce que vous savez que dans les diplômes que nous avons dans les mains, souvent c'est un carton qui ne dit rien. Dans un diplôme, on doit voir le domaine, on doit voir l'option, on doit voir la spécialité. Donc ce jeune dont nous parlons de lui, il peut se former à partir de 15 ans dans un domaine bien précis où il a une option bien précise et qui s'est spécialisé aussi. Moi, j'ai vu dans tous les domaines des jeunes qui se débrouillent comme ils peuvent, mais qui n'ont pas une formation de base. Allez par exemple au marché central. Vous verrez les gars qui... Ils sont nombreux Voilà. notamment à pratiquer des métiers dont ils n'ont pas choisi. On peut trouver des solutions à ça. Martine, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, je voulais dire que quand on parle de formation professionnelle, on a l'impression qu'en fait c'était la solution vraiment au chômage. Mais ce n'est pas toujours le cas. Sachons-le, il y en a, ils sont nombreux, qui chôment également. Donc, au niveau de la formation professionnelle et même technique, il y a certaines filières qui sont un peu compliquées où tu ne peux pas facilement t'installer à ton propre compte. Le menuisier peut s'installer à son propre compte, vous voyez. Celui qui dépanne les frigos, là, il peut, comment on l'appelle souvent là, le frigoriste, il peut s'installer à son propre compte parce qu'il va donner des services, il va faire des prestations de services. Les gens iront le solliciter parce qu'ils auront des problèmes avec leurs appareils. Par contre, celui qui a fait maçonnerie, s'il n'a pas un chantier, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez? Et j'ai eu à discuter avec un responsable, oui, dans le projet d'alimentation de la ville de Yaoundé-en-Eau, où ils ont eu des difficultés justement à trouver certaines spécialisations au Cameroun et au point d'aller chercher des étrangers. Pourtant, on a Polytech, on a École des travaux et École des postes, vous voyez. On est allé là-bas, mais il y a on va vous expliquer qu'il y a certains peut-être degrés de calcul statistique, on n'a pas trouvé de statisticiens. On est obligé d'aller prendre en Algérie. En tout cas, on va y sortir parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Juste vous demander à vos merveilles, Mbolo Asena, ingénieur des travaux de télécom spécialisé en informatique et réseau, auteur d'une solution innovante, Ebenezer Urgency, présentée notamment au 7e salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais ici à Yaoundé. Quelles sont vos ambitions futures?
Je suis très ravie de cette question. Ça me permet de compléter ma réponse, notamment quand j'ai dit il faut commencer avec la volonté, commencer avec ce qu'on a. Comme la phrase se définit elle-même, commencer. Mais maintenant, on a un niveau où à un certain moment, on est buté parce qu'on a fait preuve de volonté, on a fait preuve de bonne foi, on a utilisé nos connaissances, mais à un certain niveau, on a besoin d'un coup de pouce. On a besoin des moyens financiers. Même pour pouvoir faire des recherches aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, même pour se perfectionner et s'arrimer, on a besoin de ces ressources. C'est entendu. Et pour sortir votre mot de fin, professeur? Je dirais que les diplômes que nous avons aujourd'hui, il faudrait que ces diplômes aient un sens pratique, soit la résultante d'une formation qui répond à la demande sociale de l'éducation et de formation. D'accord. C'est le mot de fin de cette édition de Twilight et il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être passé sur ce plateau. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à ce jeune qui a témoigné de manière anonyme pour nous, pour enrichir cette édition de Twilight du jeudi 19 juin 2025. Et n'oubliez pas, vous pouvez poursuivre ce débat, notamment sur notre page WhatsApp CRTV News. Vous pouvez donc poursuivre ce débat de ce côté. Merci encore de nous avoir suivis. Bonne soirée en compagnie des programmes de CRTV News.